Bonjour à tous, bienvenue à cette formation multisport pour officiels ayant pour thème la communication efficace. Je me présente, Antoine Vallière, accompagné de Sophie Brassard, ici. Donc, deux intervenants en sport. Sophie, d'abord intervenante en milieu sportif. Veux-tu en dire un peu plus? Oui, dans le fond, moi, je suis intervenante auprès des entraîneurs, auprès des athlètes principalement, de tous les niveaux, qu'ils soient régional, provincial ou sur les équipes nationales. Et de mon côté, je porte le double chapeau d'entraîneur et bien sûr d'officiel également pour vous servir. Donc, on va tous les deux co-animer ce module sur la communication efficace. Avant de se lancer, pourquoi le FMO ou qu'est-ce que le FMO? Donc, le FMO, la formation multisport pour officiel, vient répondre à un besoin. En fait, on constate que le sport est l'école de la vie. En fait, le sport est un beau véhicule de transmission de valeur, un accélérateur d'expérience et l'officiel joue un rôle prépondérant dans la pratique sportive. Donc, l'officiel est appelé à intervenir auprès de différentes personnes dans le milieu sportif et donc on veut venir outiller avec le FMO les différents officiels sur des compétences comme la communication efficace, la gestion du stress et autres qui vont venir répondre à tous les défis qui sont la réalité quotidienne de ceux qui travaillent comme officiels. Donc, parlant de compétences, l'approche du FMO est la même que celle du PNCE, donc le Programme national de certification des entraîneurs. Le FMO, dans ce cas-ci, va s'appuyer sur les 5 mêmes compétences. Donc, oui, on va transmettre des connaissances à travers le webinaire, mais également transmettre des compétences, donc vous permettre d'être mieux outillé pour la vie quotidienne, c'est-à-dire, on a d'abord la résolution de problèmes, donc de savoir comme officiel comment réagir à une situation où il pourrait y avoir un quiproquo. Par exemple, s'entendre sur une note ou sur un appel, sur un panel ou un jury, par exemple. Ensuite, on parle d'une deuxième compétence qui va être le leadership. Le leadership de savoir mener un groupe, animer une réunion, amener une ambiance de calme, interagir avec les différents collègues dans une situation sous pression, par exemple. Une troisième compétence qui va être la transmission de valeur. Donc, la transmission de valeur, on va parler, par exemple, on va penser tout de suite à rigueur et droiture, mais l'officiel est également un vecteur de valeur pour la bienveillance ou l'éducation, parce que le rôle de l'officiel ne s'arrête pas qu'à poser une note ou à faire une décision ou un appel. Il y aura également l'interaction, donc dans toute la relation avec les différents membres de la communauté sportive, athlètes, entraîneurs, parents, collègues officiels, comment on interagit. Donc, à travers des modules comme la communication efficace, mais on vient maximiser, dynamiser cette interaction-là, évidemment. Et ultimement, la cinquième et dernière compétence à développer sera la pensée critique qui permet de remettre en question certains processus ou de se demander tout simplement si on fait toujours les bonnes choses. Donc, si on a si on a fait le choix délibéré de venir écouter un webinaire sur la communication efficace, vous êtes déjà dans la bonne direction. Donc, on vous remercie de votre présence et sans plus attendre, on se dirige vers le contenu. Sur le plan de la communication efficace, nous aurons deux grandes parties, Sophie. Oui, dans le fond, les deux grandes parties sur la communication efficace. Premièrement, on va vraiment s'attarder aux ingrédients, mais les bases de la communication. Donc, les ingrédients de la communication, la composante comportementale, mais aussi la composante émotionnelle. Par la suite, dans un deuxième temps, on va vraiment aller plus profondément dans la composante, dans le contexte émotif, dans le fond, en allant voir les styles d'écoute, puis les différentes rétroactions qu'on peut avoir un coup qu'on a écouté, bien sûr. Donc, premier de deux webinaires sur ce FMO, sur la communication efficace. On se lance dans le vif du sujet. Tout d'abord, les bases de la communication. Donc, sur les bases de communication, le premier volet à observer ensemble, c'est quels sont les ingrédients de communication en tant que tels. On regarde ici à l'écran, on voit le contexte, les mots, le comportement, les émotions. Un peu plus dans le détail, évidemment, si on parle en termes de contexte sur le plan de la communication, bien évidemment, on ne gère pas une communication à des funérailles comme on le ferait à un party tout d'un an, par exemple. Bien, c'est pareil dans le sport. Évidemment, une compétition sous haute pression versus une simulation dans une salle ou une conférence d'un arbitre, par exemple, tout ça va amener des façons différentes de communiquer. Il y a un niveau de pression très différent aussi qui va venir influencer un peu comment on interagit. Au niveau des mots, les mots sont peut-être l'aspect le moins tangible, curieusement, de ce qui va se passer comme officiel dans la communication parce que ça va beaucoup plus se passer au niveau des deux autres aspects qui sont le comportement et les émotions. Le comportement, donc comment on bouge, ce qu'on fait quand on parle. Si moi, je regarde le plancher en vous parlant, soudainement, vous avez envie de décrocher, moi également. Donc, le comportement est super porteur de ce qui va passer dans le message. Et les émotions, bien, sont dans la guerre. À chaque communication est rattachée une émotion. Donc, qu'est-ce qu'on envoie à l'autre? Exactement. Ce qu'il faut vraiment penser, c'est ce que tu viens de dire, Antoine. Quand tu envoies une information, tu envoies une émotion avec. Donc, il faut vraiment différencier, oui, les mots, mais le non-verbal puis l'émotion. La simple phrase « ça va » peut être les mêmes mots
en contextes différents avec des émotions différentes. Si je vous dis ça va ou ça va avec une intonation différente, ou si je dis ça va mais que je suis en train de pleurer, tout ça démontre des messages, des émotions, puis fait passer différentes informations à l'interlocuteur. Fait que ça a l'air facile dit comme ça, mais c'est vraiment toutes des choses qu'il faut maîtriser quand on s'en va dans des contextes de haute performance ou de tension ou de compétition ou de pratique où les émotions sont déjà à vif dans notre contexte. Puis c'est comme un peu, des fois, son résumé, c'est un peu, des fois, de parler à un animal. L'animal ne comprend pas les mots. Pour lui, les mots ne sont pas concrets, mais l'émotion que tu envoies va être très claire, par exemple. Donc, quand on dit « tout est beau », c'est vraiment pas le même message qui va passer à l'interlocuteur. Si on continue sur le plan de la composante plus comportementale, maintenant, bien évidemment, on voit de votre côté, on voit 3 composantes de la communication non verbale. Bien, en fait, d'abord, le verbal, ce sont les mots, si on l'a bien nommé, mais en dépit des mots, il y a également le volume et le débit. Donc, même message, mais juste rendu très rapidement, peut témoigner d'anxiété ou de nervosité ou de colère, par exemple, si on se parler super rapidement. Le débit, le volume, donc si je te crie après, c'est un volume très fort, le même message, plus tranquille, plus doux, n'aura pas du tout la même signification. Pensez à un murmure versus un cri, pas du tout la même chose. Et le non-verbal comme tel, donc la posture, le regard, la position de parole, éventuellement juste ton visage. Donc, des fois, on dit « dis-le à ta face », bien, ça va être vraiment transcendé dans le message de communication non-verbale. Un coup qu'on ramasse tout ça, donc l'émotion, le non-verbal, les mots, bien, il y a différentes façons de passer le message. Dans ces façons-là, il y en a qui sont plus à risque dans le fond, de déraper, si je peux dire. De faire escalader l'émotion de la conversation, disons. Exactement, de faire escalader. Donc, on peut être passif. Donc, ça veut dire on ignore, tu sais, on ne fait rien à ce qui vient de se passer, on fait comme si de rien n'était. On peut être agressif, donc tout de suite être sur la défensive, montrer de l'agressivité avec nos mots, avec notre émotion, notre posture. Il y a le passif-agressif qu'on voit aussi très fréquemment, où ce que là, on peut faire un petit commentaire par-ci, par-là. Un peu sournois, un peu espiègle. On peut piquer l'autre souvent aussi. On peut piquer l'autre. Puis tu as le affirmatif. Bon, le affirmatif, par contre, il peut être, oui, il peut être positif. Par exemple, je m'affirme avec un bon ton, mais il peut être glissant. Donc, est-ce que tu t'affirmes au bon moment, avec le bon ton, avec les bons mots? C'est tout ça à définir. Ou à répétition, sans arrêt, en dominance. C'est moins intéressant. Exactement. On poursuit avec la composante comportementale. Un des styles de communication dont on n'a pas parlé, c'est l'absence de communication, qui est en soi une forme de communication. Donc, parfois, elle est nécessaire. Donc, par exemple, si on est dans un match ou dans une partie de haute importance et que l'officiel qui est devant une foule un peu, disons, émotive, va choisir de rester très dans son moment, très neutre, très centré sur la tâche, mais cette absence de communication aussi, dans ce cas-ci, témoigne de la relation d'autorité, de son contrôle et de sa stabilité. Oui. Inversement. Mais c'est important qu'on aborde l'absence de communication parce que des fois, on va avoir le réflexe d'ignorer. Tu sais, dans le moment, dans l'action, on va se dire, je vais repousser ça à plus tard, je ne veux pas avoir une mauvaise réaction, donc à la place, je ne vais pas en avoir du tout. Et puis, dans les recherches, dans les études, on peut voir que l'absence de communication, donc se faire ignorer, souvent, c'est ce qui va provoquer la plus grande réaction. Prenez par exemple l'entraîneur qui essaye d'attirer votre attention. Excuse-moi, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Puis là, vous décidez de l'ignorer puis de continuer. Ça va probablement venir faire escalader la chose plutôt que la désamorcer. Donc, l'absence de communication, c'est aussi une communication. C'est pas de la mettre sur pause, puis c'est pas non plus de l'ignorer. Puis on parle souvent également de communication qui est instantanée ou en temps réel, mais un conflit qui survient, qui n'est jamais par après revisité ou réadressé, devient une absence de communication et souvent le conflit va prendre l'ampleur pour rien parce qu'on reste sur nos perceptions, donc finalement de se parler puis de transmettre une intention ou de clarifier les choses, qu'on verra dans le deuxième webinaire, devient hautement important. Poursuivons avec la composante émotionnelle. Donc, de choisir de mettre en lumière la composante émotionnelle dans la communication, c'est de faire, bien sûr, de prendre conscience, en fait, qu'il existe plusieurs modèles pour discuter ou évaluer la composante émotionnelle. Un d'entre eux est l'aspect de l'intelligence émotionnelle. Au-delà de savoir agir ou interagir de façon émotive, l'intelligence émotionnelle permet d'aller un pas plus loin. Et un des modèles qui nous intéresse pour en parler, je t'enlève les mots de la bouche, Sophie, serait le modèle de Goleman. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui. En fait, l'intelligence émotionnelle,
c'est vraiment important de s'y attarder. C'est un concept qui est là depuis des années, mais qui prend de plus en plus d'importance dû au nombre de recherches derrière ce concept-là. L'intelligence émotionnelle, c'est pas seulement de comprendre ses propres émotions, mais c'est aussi de comprendre le contexte, l'émotion de l'autre, et puis de réagir selon son émotion que ça provoque à tout ça, hein. Donc, c'est vraiment autant de comprendre le concept, de comprendre l'émotion et le besoin de l'autre, de son émotion, puis comment gérer tout ça ensemble. Plus précisément, dans le fond, il y a le modèle de Goleman. Goleman qui est venu, en fait, mettre le terme, le concept de l'intelligence émotionnelle existait. C'est lui qui est venu un peu le populariser avec ce terme-là. Il y a plusieurs sphères. Donc, il y a la conscience de soi. La conscience de soi, c'est vraiment, est-ce que j'ai conscience de mon émotion, de qu'est-ce que ça provoque chez moi? Il y a la gestion de soi. Est-ce que je suis capable de me contrôler, dans le fond, de contrôler ces émotions-là? Il y a la conscience sociale. Est-ce que je comprends ce qui se passe autour de moi aussi? Ça, en anglais, on appelle ça « read the room », c'est ça. Et la gestion des relations. Donc, est-ce que je suis capable, par la suite, de gérer tout ça, puis de gérer la relation? Ces compétences-là, dans le fond, ils développent, ils nous amènent à développer dans des sous-compétences, puis c'est ça qui va vraiment faire qu'on est efficace ou non. Donc, par exemple, lorsque j'ai une meilleure conscience de soi, mais je vais être capable de mieux détecter mes émotions et d'avoir un meilleur focus. Lorsque j'ai une meilleure gestion de soi, je vais pouvoir m'adapter plus facilement, je vais avoir une perspective plus positive parce que je vais être plus flexible dans ma façon de penser, je vais avoir un meilleur équilibre émotionnel. Dans ma conscience sociale, mais ça va être est-ce que je suis capable de me mettre à la place de l'autre, d'avoir une empathie? Est-ce que j'ai une conscience de l'impact que ça a autour de moi sur l'organisation? Puis dans ma gestion des relations, mais c'est l'influence, mon coach, le mentor, la gestion. Est-ce que je suis capable de gérer efficacement un conflit, de travailler en équipe? Dans le fond, c'est tout. Ça développe en général un leadership qui est plus inspirant, qui est plus un leader par l'exemple, dans le fond. Fait qu'une composante qu'on passe rapidement, là, on s'entend, mais qui est extrêmement important dans le monde de performance, ce qui est super intéressant, c'est que rendu dans un monde de haut niveau, c'est l'intelligence émotionnelle qui va avoir le plus d'impact sur la performance que les habiletés. Que ce soit les habiletés physiques, que ce soit le nombre d'études que vous avez fait, que ce soit même le QI, que ça a été prouvé que le QI va avoir moins d'impact que l'intelligence émotionnelle. Donc, une bonne façon de vous démarquer rendu dans les hauts niveaux, ça va être par ce concept-là. Puis surtout dans un monde où ce que les mondes justement des officiels vivent, où ce que c'est vraiment tout le temps avec la pression, avec de l'émotion. Des cours des enjeux. Ouais, où ce que la perte de contrôle est souvent surlignée, filmée et mise de l'avant. Donc, je pense que tu mets bien en lumière. Puis, une des choses qui est intéressante à voir, si on fait un pas de recul par rapport aux composantes initiales de la communication, le point de départ était le contexte. Bien évidemment, dans le domaine sportif, le contexte nous est bien souvent imposé. Bien sûr, on peut choisir quand on fait un retour sur une conversation ou quand on aborde quelqu'un après une situation où on peut dire on le reprend tout après le match, on le reprend le lendemain, on le reprend plus tard, mais autrement, dans le vif du jeu, de la partie, bien, le contexte est imposé. Donc là, d'avoir l'intelligence émotionnelle pour réagir de la bonne façon, oui. désescalader une situation plutôt que de la faire grimper ou s'envenimer, bien à ce moment-là, ça prend tout un doigté. Et c'est ce que Goleman et son modèle nous propose. Oui, je vois souvent les officiels comme les experts de la désamorce de conflits. C'est vraiment les gens qui vont être capables d'essayer de désamorcer en plein milieu d'un tourbillon avec plusieurs facteurs, parce que oui, l'intelligence émotionnelle, c'est de capter l'émotion d'une personne, mais souvent, tu n'as pas juste une personne devant toi, tu en as 3, 4, puis c'est plein d'émotions de plein de personnes en même temps qui sont envoyées vers toi. Il faut que tu décodes tout ça, puis que tu canalises tes émotions à toi, puis que tu sois capable de penser à comment tu vas réagir, puis comment tu vas le refléter dans ta face, dans ta posture, dans tes mots, dans ton débit. Et parlons-en, c'est pas une nuance. Ici, on voit à l'écran une anecdote très cocasse, dans le fond, d'une situation qui m'est arrivée, moi, dans une position d'officiel. Donc, dans le cadre d'un contexte, d'une réunion d'entraîneurs et d'officiels, je devais expliquer, présenter certains règlements, le déroulement d'une compétition, un peu comment ça allait se passer. Et puis,
une des personnes dans la salle a posé une question qui me semblait un peu banale, peut-être un peu simplette même, j'oserais dire. Et on voit à ma réaction qui était plutôt ce que je pensais neutre. Donc, je pensais que ma réaction était neutre, mais dans la mesure où il y avait absence de mots, je me suis dit, hey, je me suis bien contrôlé, je n'ai pas réagi à cette question-là qui finalement, que je considérais non nécessaire. Mhm. Mais quand on regarde la situation sur un autre angle, peut-être que je n'étais pas au bon endroit. Qu'en penses-tu, Sophie? L'émotion crie. Clairement, oui, il n'y a pas eu de mots, mais ton non-verbal, si moi, je me projette dans la peau de la personne qui vient de poser cette question-là, tu es exaspéré par ma question, Un peu, oui. limite pas très patient, puis j'ai pas vraiment le goût, non seulement je me sens insultée, mais j'ai pas vraiment le goût de renchérir ou de poser une deuxième question de détail. Ou que le reste de la salle pose une autre question. Le reste de la salle a eu un message aussi, là. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui va oser poser une autre question? Exact. Donc, je pense que malgré que la situation semblait, entre guillemets, sous contrôle, parce qu'il n'y a pas eu d'escalade de mots, il n'y a pas eu d'émotions très vives, mais il y a un message très clair. Donc, l'information, on voyait comme si l'information était encodée d'une émotion, dans ce cas-ci, qui était l'exaspération et dérangez-moi pas. Ce qui est important de comprendre, par exemple, c'est que tu n'as pas eu cette face-là pendant 20 minutes, là. Oh non. C'est une fraction de seconde. Donc, l'émotion puis le non-verbal, ça s'envoie en une fraction de seconde. L'humain, on est bâti pour détecter ça à la vitesse de la lumière. Donc, un changement de position, un changement d'intonation, un roulement d'yeux, ça va complètement changer la situation. Pensez à quand vous écoutez un film, vous pourriez écouter un film en Finalement, en japonais. espagnol, en japonais, oui. Oui, exactement. Vous ne comprendrez pas ce qui se passe, mais vous allez quand même être capable de capter l'émotion. Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est tendu? Donc, c'est vraiment important, on retape sur le clou, mais de maîtriser ça. Puis, tu sais, ça a l'air facile quand on le dit comme ça, là, mais c'est avec la pratique, puis de la pratique qu'on va être capable de tout le temps se mettre en posture de qu'est-ce que ma face a dit, quelle émotion j'envoie. Qu'est-ce que ma face a dit, quelle émotion j'envoie, parce que c'est ça qui va vraiment partir, dans le fond, tout le contexte puis l'environnement. C'est ça qui va faire en sorte que la situation va grimper ou désamorcer. Et en tant qu'officiel, nous sommes souvent le film muet en japonais qui joue en arrière, parce qu'on est souvent très loin de l'audience ou des spectateurs. On n'est pas dans la vie de l'action ou on l'est de façon détachée. Donc, tout ce qu'on voit, c'est notre visage, notre non-verbal, avant même les mots. Et ça atteint souvent notre réputation ou l'attente du public ou des joueurs ou des entraîneurs par rapport à ce qu'on va faire comme décision ou intervention. Donc, très, très important de se porter attention également. Dans un prochain webinaire, maintenant qu'on a mis ensemble les bases de communication, donc les ingrédients, contexte, les mots, composantes comportementales et émotionnelles. Dans un prochain webinaire, on va creuser ensemble un peu au niveau de la dynamique de la discussion. Donc, l'écoute et la réponse, comment on peut interagir de façon saine, positive, mais surtout apprendre à continuer à être des experts de la désescalade des émotions, comme tu l'as si bien dit. Oui, exactement. Donc, un coup qu'on a compris comment gérer nos émotions puis détecter l'émotion des autres, maintenant, comment qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va voir bientôt pour un deuxième webinaire. Merci. À bientôt. Un immense merci à tous les collaborateurs qui ont rendu ce projet possible. Tout d'abord au gouvernement du Québec pour sa contribution, de même qu'à Sport Québec. Ainsi qu'aux collaborateurs Institut national du sport du Québec et la chaire en sécurité, intégrité, milieu sportif de l'Université Laval. Sans eux, ce FMO n'aurait pas été possible. Un immense merci. Merci!